Jusque 18h dans le cadre de votre émission Le Grand Forum pour ce mardi 1er décembre. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Je vous rappelle la question du jour. Nicolas Sarkozy qui trouve qu'on parle trop de la COP 21. Qu'en pensez-vous? Alors quelques commentaires d'une auditrice qui dit non, mais en son temps Sarkozy aurait aimé que l'on en parle de cette COP 21. Et puis un autre commentaire de Sabra qui nous dit bonjour, ce qui est étonnant en France puisque les médias français passent d'un sujet brûlant à un autre sans aucune transition. Vous continuez en tout cas vos commentaires sur Facebook France Maghreb 2, n'hésitez pas. Et puis Warda qui nous dit bonsoir. À propos de la COP 21, je trouve effectivement qu'on en parle beaucoup, trop, et donc nous dit Warda, et surtout pour rien nous dit Warda, et surtout tous ceux qui se réunissent pour soi-disant parler de la santé de la Terre sont les mêmes qui ont pourri la planète. À mon avis, ils ont plutôt parlé du partage de la Syrie en plus de cette conférence de la COP 21. Ça c'est le commentaire de Warda par mail. Ousmane Timera est avec moi et notre invité aujourd'hui, monsieur François Asselineau, candidat et président surtout du parti de l'UPR. Monsieur Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Une nouvelle fois, on s'était vu il y a peu de temps et depuis il y a pas mal de choses qui se sont passées. D'abord un petit mot retour sur ce 13 novembre dernier, ces attentats terribles qui ont touché la ville de Paris et Saint-Denis. Aujourd'hui, 15 jours après... évidemment les attentats qui ont marqué les esprits, ont marqué la France bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui finalement la politique française ne paye pas les erreurs du passé? Oui, ça, vous prêchez un convaincu, c'est ce que nous avons dit tout de suite. Dès que les attentats ont été commis, nous avons produit le soir même un communiqué de presse sur lequel, en fait, il n'y a rien à changer. La première chose, c'est qu'on a fait part, évidemment, comme tout le monde, de notre vive émotion. Je le dis d'autant plus que je vis tout près du Bataclan, que l'on entendait des explosions le soir même et que je ne connais pas personnellement, mais voilà, il y avait une jeune fille qui était dans la classe de mon fils qui est morte. Elle avait 17 ans. Et puis un ancien de ses profs d'anglais aussi qui est mort. Donc c'est évidemment quelque chose devant lequel tout le monde ne peut qu'avoir des larmes aux yeux. Cela étant, un homme d'État ne se laisse pas guider par l'émotion. Et rien n'est pire que d'avoir des réactions de nature politique immédiate comme celles qui ont eu lieu. Ce que nous avons demandé, c'est qu'il y ait, que tout soit fait pour avoir la lumière, que l'on, si possible, on puisse attraper les malfaiteurs vivants, puisque à chaque fois, malheureusement, qu'il y a ce genre d'attentat, on demande la même chose et à chaque fois, nos vœux ne sont pas exaucés, c'est-à-dire que tous les malfaiteurs sont tués, ce qui éteint l'action publique et ce qui permet aux dirigeants de tirer des conclusions hâtives. Nous avons également dit que ce que nous souhaitions, c'est de connaître les commanditaires ultimes de ces opérations. Parce que, malheureusement, l'expérience historique montre que souvent, les commanditaires ultimes que l'on découvre 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans après, ne sont pas ceux que l'on croyait nécessairement. Voilà. Alors tout le monde s'est focalisé sur le prétendu État islamique, mais nous avons dit quels sont... J'ai reposé ce que j'avais dit il y a 1 an chez Ruquier. Madame Léa Salamé m'avait traité d'anti-américain primaire lorsque j'avais fait remarquer le rôle joué par l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie dans le financement de ce prétendu État islamique. Nous avons également, moi j'ai montré l'autre jour, j'étais invité chez Michel Cotta, je lui ai mis sous le nez, je ne sais pas si vous le savez, vous vous rappelez, cette étude qui a été publiée le 21 juillet 2014, donc je ne remonte pas à l'homme de Néandertal, c'est vraiment quelque chose qui est récent, c'était il y a un peu plus d'1 an, une étude de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, c'est-à-dire l'Observatoire des droits de l'homme, une étude très documentée avec des scientifiques, des spécialistes de la sécurité, cette étude qui a montré qu'un certain nombre d'attentats attribués aux islamistes aux États-Unis avaient en fait été commis, certes, par des musulmans un petit peu paumés, mais surtout avaient été organisés et commandités par le FBI américain. Et cette affaire, c'est pas du complotisme. Ou alors, si on me traite de complotiste, il faut traiter aussi de complotiste le journal Le Monde, Paris Match, France 24, etc., qui ont relayé l'information. J'ai d'ailleurs apporté ici des scans de ces affaires. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement le journal Le Monde, etc., je ne dis pas que c'est nécessairement la même chose qui vient de se produire, mais ce que je dis, c'est que
On ne sait pas quels sont les commanditaires ultimes. Et dans ces conditions, eh bien, la première chose que devrait faire un État civilisé, c'est évidemment de sanctionner les coupables, de les châtier, mais aussi de partir à la recherche des causes. Moi, je n'accepte pas qu'on dise nous sommes en guerre sans que l'on sache d'où vient la guerre et sans que l'on sache qui est-ce qui exactement nous fait la guerre. Voilà. Ouais. Effectivement, plein de questions évidemment à se poser autour de ces attentats survenus le 13 novembre dernier. Peut-être Ousmane, une question? Pour l'instant, pas de question. C'est ce que Monsieur Asselineau vient d'indiquer. J'ai sous les yeux effectivement les différents papiers et unes de journaux dont il parlait tout à l'heure et que nous avons nous-mêmes vu effectivement. Nous tenons au courant de l'actualité. On ne peut que souscrire à ce qu'il vient de dire, en tout cas interpeller. Quand bien même on peut ne pas être d'accord avec certaines conclusions, avec certaines hypothèses, il est tout à fait normal, démocratique, voire nécessaire pour un État souverain, de mettre en place des enquêtes parlementaires, d'essayer, au-delà des intérêts qui se chevauchent les uns sur les autres et se concurrencent, de voir le fin mot de l'histoire. Ne serait-ce que pour savoir pour quelles raisons est-ce que nos armées font la guerre, pourquoi est-ce que nos officiers peuvent mourir. Parce qu'il y a des gens quand même qui vont mourir, de part et d'autre d'ailleurs. Là-bas aussi, quand on bombarde, on rappelle, il y a aussi Ousmane, des gens qui meurent. On est en conflit dans 7 endroits différents dans le monde. Donc la question, c'est de savoir pourquoi. Ouais, ce qui fait de la France l'État le plus guerrier au monde, monsieur Asselineau. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non seulement d'ailleurs un État guerrier, mais en plus de ça, un État qui viole le droit international. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de nouveau par rapport à la tradition française. Normalement, en France, en général, je pense qu'au cours des 30 dernières années, si on part à la recherche, on ne trouvera pas beaucoup de cas où la France a violé le droit international. Ouais. Mais là, on le viole ouvertement puisqu'on ne peut pas envoyer d'armée dans un pays étranger s'il n'y a pas une des deux conditions suivantes qui est réunie. Soit c'est à la demande des autorités légalement reconnues par l'Organisation des Nations Unies. Or, nous intervenons, par exemple, nous sommes intervenus en Libye ou en Syrie sans avoir l'accord des autorités du pays concerné, bien entendu. Ouais. La deuxième hypothèse, c'est que l'on intervient avec l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui décide, sous l'empire du chapitre 7 de la Charte, qu'il y a une nécessité d'intervenir. Or, il n'y a pas eu non plus de feu vert au Conseil de sécurité, de telle sorte que les pays occidentaux en général, et la France en particulier, violent le droit international. C'est un État guerrier, un État criminel au regard du droit international. Je vais vous faire remarquer, je ne suis pas là pour chanter les louanges de Vladimir Poutine, mais je vais vous faire remarquer que ça n'est pas le cas de la Russie. Lorsqu'elle intervient en Syrie, elle le fait à la demande de Bachar el-Assad, donc du gouvernement légitimement reconnu par l'ONU. Mais justement, j'ai une question à vous poser. Enfin, j'ai même deux questions. La première, c'est, selon vous, quel est l'intérêt de la France de mener de telles guerres, indépendamment de son respect ou pas de la lettre du droit international? Au-delà de la lettre, il y a aussi un esprit qu'il faut savoir respecter. Quel est l'intérêt? Alors certains disent que c'est financier, d'autres disent que c'est juste pour faire le toutou des Américains. Enfin bref, les États sont quand même des êtres froids qui n'agissent pas pour les beaux yeux de telle ou de telle victime. Donc selon vous, quel est l'intérêt de la France qu'il y a derrière? Et deuxièmement, est-ce que quelle est votre position et votre lecture des conflits internes qui existent dans ces différents pays qui ont été bombardés, en l'occurrence ici la Syrie, du fait qu'il est quand même contesté par une partie de sa population, et du fait que Vladimir Poutine, si aujourd'hui est vu tel un héros par contraste avec ce qui se passe aux États-Unis, est intrinsèquement quand même une personne qui a envahi, qui bombarde les Tchétchènes, qui n'est pas si innocent que ça en termes de politique intérieure, de politique internationale. Il y a plusieurs questions dans ce que vous me dites. Moi, l'intérêt de la France, je ne le vois pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai créé le parti politique que j'ai créé, l'UPR. C'est que, comme vous le savez, nous demandons le retrait de la France de l'Union européenne et de l'OTAN. Le problème, c'est que nous sommes maintenant placés dans une nasse, dans une seringue. Nous faisons partie de l'Union européenne. L'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous la tutelle de l'OTAN. Bon, en plus de ça, Nicolas Sarkozy a réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN. Donc maintenant, on est placé là-dedans. J'ajoute que par ailleurs, on a des contraintes financières énormes qui découlent des exigences de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne, et que malheureusement, nos élites ne trouvent rien d'autre que de vendre les bijoux de famille en allant proposer de les vendre à l'émir du Qatar,
l'Arabie Saoudite et autres. Est-ce que c'est pas ça l'intérêt, justement, pour eux? Oui, c'est possible. Moi, je pense, si vous voulez, que nous sommes dirigés par des gens qui ne défendent plus l'intérêt de la France. Voilà, ils défendent l'intérêt d'autres forces. Ils sont d'ailleurs arrivés au pouvoir comme ça. Moi, je le vois. Si vous voulez, nous sommes actuellement, on vit en France dans une situation qui est totalement anormale du point de vue de la démocratie. On est à quelques jours d'une élection nationale qui concerne toutes les régions. Le 6 décembre. Voilà. Je suis, pour la première fois, je suis passé 6 minutes 50 aujourd'hui sur une télévision un tout petit peu grand public et iTélé, qui n'est quand même pas France 2 ou TF1. Et puis c'est tout. Et tout le reste, eh bien, ce sont des radios communautaires comme la vôtre que je remercie une nouvelle fois de faire le travail démocratique. Je suis allé sur Radio Notre-Dame, Beurre FM, Berbère TV, Radio Alpha pour la communauté portugaise, etc. Nous sommes donc dans une situation où, à part les trois partis, n'est-ce pas, les Républicains, le Parti Socialiste et le Front National, que j'appellerais le parti de la guerre, c'est-à-dire des partis qui sont à pieds joints sur la théorie du choc des civilisations, qui s'en donnent à cœur joie, eh bien les autres, finalement, n'ont pas accès aux médias. Voilà. Alors moi, je dis là-dedans, je pense que quelqu'un comme François Hollande, j'ai fait un lapsus, j'allais dire Nicolas Sarkozy, puis c'est la même chose. En fait, ils n'ont pas les marges de manœuvre, n'est-ce pas? Qui les a fait rois? Ils ont été promus par un système politique et médiatique, et maintenant ils sont tenus. Voilà. Et les Français, vous savez, le sentent. Moi, ce que je vois, moi, ce qui me frappe, je circule à travers la France, c'est que les Français ne réagissent pas comme le 7 janvier dernier. Le 7 janvier dernier, il y avait eu je crois, la réaction aujourd'hui, c'est une réaction de peur, de grande tristesse par rapport au carnage qui a eu lieu, mais aussi de colère qui est en train de se tourner contre le gouvernement. Parce que de plus en plus de Français, grâce notamment à un parti comme le nôtre, à notre site internet, on n'est pas les seuls, mais nous y participons. Et pourtant, François Hollande fait un bond spectaculaire dans les sondages. Hein. Oui, bien attendons, nous allons voir ce qui va se passer, c'est possible, mais nous allons voir ce qui va se passer lors des élections. Moi, je n'en sais rien, parce que les sondages, vous savez, il y a un... On leur fait dire ce qu'on veut. Il y a un livre là de Philippe de Villiers qui fait un tabac dans les librairies, paraît-il, pas dit qu'on est à 300 000 exemplaires, où il explique que les sondages, ça s'achète, et que si vous ne payez pas votre dîme, on vous donne des mauvais scores. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment pour nous. Ouais. Il sait de quoi il parle, là, Philippe de Villiers. Oui, probablement. D'ailleurs, oui, puisqu'il le dit lui-même, il dit qu'effectivement, il avait payé ça dans les années 80. Bon, moi, je ne crois pas aux sondages. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens que je rencontre sont des gens qui sont très inquiets également par le vol des libertés qui accompagne tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait anormal, c'est que, je le disais tout à l'heure, on ne doit pas réagir à l'émotion, à l'émotivité. Il n'est pas normal que le président de la République ait convoqué le Congrès pour lancer l'idée d'une réforme de la Constitution 3 jours après les attentats. Je suis désolé, ça ne fait que penser qu'au pire moment de certains moments de l'histoire mondiale, ça fait penser à l'incendie du Reichstag, n'est-ce pas? On a quelque chose, on ne se saisit pas de ça. J'ajoute que le Conseil des ministres a décidé, a pris par décret le soir même, l'état d'urgence. Oui, alors justement, l'état d'urgence qui est prononcé jusqu'au mois de février, 3 mois. Alors dans un premier temps, c'était un état d'urgence sur une semaine sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous, on a dit que déjà, on trouvait que c'était beaucoup. Bon, ça pouvait se comprendre, mais quand même, j'ai rappelé que les dernières fois que l'état d'urgence a été proclamé en France, c'est en 2005. Et en 2005, c'était au moment de la crise des banlieues. Vous savez, il y a des banlieues, ça brûlait un petit peu partout en France. Il y avait eu 25 départements qui avaient été concernés par l'état d'urgence et ça avait duré quelques jours. Bon, admettons que là, sous le coup de l'émotion, il ait fallu prendre l'état d'urgence pour une semaine, mais ça a été ensuite effectivement prorogé pour 3 mois, étendu à l'outre-mer français. Ça veut dire qu'au mois de janvier, il y aura par exemple aux îles Marquises, au Tuamotu, à l'autre bout du monde, ça sera l'état d'urgence à cause de ce qui s'est passé à Paris et à Saint-Denis. Et puis maintenant, je vois que M. Valls annonce que cet état d'urgence pourrait être de nouveau prorogé, que Brice Hortefeux lui a emboîté le pas en disant qu'il était tout à fait d'accord. Et puis vous avez vu alors cette cerise sur le gâteau, c'est que le gouvernement a annoncé comme une fleur que désormais, eh bien la France ne respectait plus tous ses engagements vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme. Ouais. C'est quand même gravissime ce qui est en train de se produire. On est en train progressivement de nous retirer nos libertés publiques. D'ailleurs, on apprend je crois qu'il y a eu 200 et quelques personnes qui ont été
qui ont été arrêtés. Ouais. Il y a des perquisitions de jour comme de nuit. Et nous-mêmes, pendant la campagne électorale, eh bien, plusieurs de nos réunions publiques ont été interdites. Motif parce que c'était en état d'urgence. De qui se moque-t-on, hein? De qui se moque-t-on? Au même moment, deuil national ou pas deuil national, il y avait des réunions où, au POPB, il y avait 5000 personnes qui faisaient avec de la musique, un concert, etc. Donc il y a objectivement une dérive qui met en cause nos libertés publiques les plus fondamentales. Et je ne suis pas le seul à le dire. La Ligue des droits de l'homme a fait part de son extrême inquiétude. Il y a également le syndicat de la magistrature qui a également appelé et je crois qu'il y a un certain nombre de mouvements de gauche qui également ne sont pas d'accord. Voilà. Mais pour revenir, quelle est votre vision par rapport à Vladimir Poutine? Alors, oui, excusez-moi, vous aviez une deuxième question, absolument. Je lâche pas l'affaire, vous inquiétez pas. On avait dérivé un petit peu. Donc, alors, il est bien entendu que les pays dont on parle, que ce soit l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar el-Assad, ne sont pas sans doute des modèles de démocratie. Cela va sans dire. Oui. Mais l'Arabie Saoudite, l'Émirat de Qatar, le Royaume de Bahreïn sont-ils des modèles? Moi, je suis allé dans tous ces pays, mais je peux vous dire que la joie de vivre, et en particulier, je pense notamment aux femmes, sans commune mesure supérieure à ce que c'était en Syrie ou en Irak du temps où c'était dirigé par le parti Baas, qui est un parti laïque d'inspiration française, où d'ailleurs vivaient encore en harmonie les différentes communautés, y compris notamment, je me rappelle, 13% de chrétiens nestoriens en Irak, sans commune mesure, un mode de vie beaucoup plus libre, beaucoup plus que quand vous arrivez en Arabie Saoudite ou au Koweït. Ça, c'est un fait. Vous m'interrogez sur Vladimir Poutine. Moi, je ne suis pas là pour défendre Vladimir Poutine. Je sais bien. Bon, oui, c'est vrai que je crois qu'il n'est pas allé de main morte avec les Tchétchènes. Mais bon, c'est encore une fois le cas de le dire. Il n'est pas allé du tout de main morte. Voilà, il n'est pas allé de main morte. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des attentats qui ont été commis par des Tchétchènes qui sont quand même terribles. Oui, mais bien, en amont déjà de ces attentats-là, on a envahi ce pays. On l'a martyrisé. Oui. Et les attentats ne sont qu'une conséquence de ce que font la Russie. Un peu comme ce qu'on est en train de vivre ici. Oui. Pour avoir une vision globale. C'est vrai, mais ça remonte. Cette présence russe. Dites ça à ceux qui ont perdu leur maman, qui ont vu leur... mais je ne suis pas là. Attendez, je ne suis pas là pour défendre Vladimir Poutine. Je sais bien. Voilà. On pourrait vous faire remarquer aussi que Vladimir Poutine, il a inauguré la plus grande mosquée de Moscou. Ah oui, mais c'est qu'un symbole. Voilà. Oui, mais ce sont des symboles qui comptent. Écoutez, je ne suis pas là pour défendre Vladimir Poutine. Ce que je sais en tout cas, et je crois qu'il y a énormément de Français qui sont d'accord avec moi, c'est que, et pas seulement des Français d'ailleurs, c'est que heureusement qu'il est là et que la Russie est là. Parce que si la Russie n'était pas là, eh bien je me demande ce qui se passerait en ce moment au Moyen-Orient. Nous aurions en fait une mainmise complète de l'OTAN sur l'ensemble du Moyen-Orient qui est en train, et j'insiste là-dessus parce qu'on va reboucler avec les élections régionales, les États-Unis et l'oligarchie euro-atlantiste n'ont rien moins comme projet mondial que de pulvériser les uns après les autres tous les États-nations de la planète qui leur résistent. On reboucle sur l'affaire de l'Europe des régions. Je ne sais pas si, Christophe, on a quelque chose de prévu, mais j'aimerais continuer un peu sur cette question, sur cette position. Si on compare, en fait, ce qui me dérange un peu dans cette vision, c'est qu'effectivement, si on regarde l'état des choses, par rapport à l'Empire, ce qu'on appelle l'OTAN, il y a des pays qui sont en train de résister pour leur intérêt, en l'occurrence la Russie. Et certains en France, au nom, entre guillemets, de ce qu'ils reprochent aux États-Unis, à bon escient d'ailleurs, parce qu'effectivement les États-Unis ne sont pas détendres dans la gestion du monde aujourd'hui, se jettent dans les bras sur le plan idéologique et géostratégique dans l'idée du grand russe, grand frère, qui serait meilleur, somme toute, que les États-Unis. Alors moi je pense qu'effectivement la France, l'Europe, ne doit pas être pro-russe ou pro-États-Unis, ou pro ses propres intérêts, même si je pense qu'elle doit défendre quand même ses propres intérêts. Mais au nom de l'animosité que l'on pourrait avoir pour les États-Unis, on en vient à dire que Vladimir Poutine, au fond, voilà, c'est quelqu'un de bien, pourquoi pas. Alors je pense que Vladimir Poutine, quand il intervient dans ces pays-là, c'est pour aussi défendre ses intérêts. C'est pour défendre son empire, au même titre que l'OTAN. Mais ça, je n'ai jamais dit le contraire. Notre mouvement politique n'a aucunement l'intention de placer la France sous la tutelle de qui que ce soit. On veut soustraire la France à la domination américaine et faire de la France qu'elle redevienne ce qu'elle normalement elle a toujours été, c'est-à-dire, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire, c'est le pays des hommes libres, France. Voilà. Donc, bien entendu, la France doit défendre ses intérêts. En revanche, l'Europe n'a pas d'intérêt. Enfin, l'Europe, c'est un agglomérat artificiel de pays. Vous savez, il y a Bismarck qui disait qui parle d'Europe
ment. Voilà, l'Europe, ça n'existe pas. Il y a des intérêts allemands, des intérêts britanniques, des intérêts français, etc. Nous pensons que la France doit défendre, c'est quand même bien le moins, défendre ses intérêts, c'est-à-dire les intérêts du peuple français. Et ses principes aussi. Et les principes, bien sûr. Au nom des intérêts, on est parti quand même violer les principes bien comme il faut. Oui, bien sûr. Non, mais écoutez, regardez notre positionnement, il est extrêmement clair. Nous, la France, évidemment, a commis dans son histoire des forfaits, ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, quel peuple n'en a pas commis? C'est vrai. En l'occurrence, comme on est français, donc c'est pour ça qu'on parle de notre pays. Oui, c'est vrai, mais en France, il y a un peu trop tendance à faire son mea culpa constamment et à oublier que la France, c'est quand même aussi une puissance d'équilibre et qui manque actuellement à l'équilibre géostratégique du monde. Il y a beaucoup de pays du monde qui souhaiteraient revoir la France comme elle l'a été, par exemple, en 2003, lorsque Dominique de Villepin et Chirac se sont opposés à la guerre illégale en Irak aux Nations Unies. C'est ça, cette voie manque aussi. Voilà, on peut peut-être parler de cette nostalgie gaulliste. Oui, mais ce n'est pas qu'une... Encore une fois, De Gaulle, là aussi, a commis des erreurs. On n'est pas là, on ne prend pas des modèles. Ce que l'on dit, nous, c'est que notre objectif, c'est de revenir et d'essayer de redonner à la France ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire la porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Et je suis d'accord avec vous que Vladimir Poutine, il défend les intérêts de la Sainte-Russie, comme le président Xi Jinping défend ceux de la Chine. L'anomalie, c'est que la France ne défend plus ses intérêts. Or, les intérêts de la France, c'est justement de promouvoir le concert entre les nations au XXIe siècle. En tout cas, c'est notre vision du monde. François Asselineau, qui est notre invité, que vous allez pouvoir aussi vous interroger dans un instant sur France Maghreb 2, mais j'aimerais auparavant qu'on parle dans un instant, juste après de la pub, de l'Europe, parce qu'au travers de ces attentats tragiques qui sont survenus le 13 novembre, on s'est aperçu quand même que l'Europe avait des sacrées défaillances. On va en parler dans un instant, justement, de l'Europe. Vous en parlez beaucoup de cette Europe, dont vous n'êtes pas vraiment un admirateur, on va dire. On y revient dans un instant avec vous sur France Maghreb 2, dans cette émission du Grand Forum. François Asselineau, notre invité jusqu'à 18h. De ce Grand Forum avec notre invité, monsieur François Asselineau, du parti de l'UPR. Vous êtes d'ailleurs toujours le parti le plus visité sur Internet, monsieur Asselineau? Oui, ça dépend des jours. Parfois, on est dépassé par un autre parti, le Front National, pour ne pas le nommer. Et parfois par nous. Il a la cote en ce moment. Le Front National passe partout, sur toutes les médias, du matin, midi, soir et la nuit. Voilà. Tout à l'heure, j'ai eu droit à 6 minutes 50 secondes sur iTélé. On m'a évidemment parlé du Front National. Il n'était d'ailleurs question que de ça, puisque le patron des patrons, monsieur Gattaz du MEDEF, a encore fait... voilà. Alors, moi j'ai dit que la vérité, c'est-à-dire que si l'oligarchie ne voulait pas du Front National, eh bien ils appliqueraient ce que nous subissons, c'est-à-dire tout simplement, ils ne parleraient jamais, ils ne donneraient jamais la parole au Front National. Voilà. Donc s'ils leur en parlent à tel point et s'ils lui donnent constamment la parole, c'est bien parce qu'en définitive, ils souhaitent le voir avoir des résultats importants. C'est ça la vérité. Monsieur Asselineau, avant d'accueillir nos auditeurs qui souhaitent aussi vous interroger comme ils peuvent le faire dans cette émission qui est la leur, qui est le Grand Forum, au 08 92 23 99 50, j'aimerais qu'on parle de l'Europe parce que vous nous aviez averti sur l'Europe, sur les conséquences de cette Europe, de cette Europe qui existe actuellement aujourd'hui. On s'est aperçu finalement qu'après les attentats du 13 novembre, l'Europe elle n'est pas vraiment au top en matière de renseignement et que n'importe qui peut circuler sans que même les pays concernés soient au courant des personnes qui sont sur leur territoire, à l'image donc de ce fameux Abaoud qui était en France alors qu'on croyait qu'il était en Syrie. Aujourd'hui, l'Europe, elle ressemble à quoi ? À rien du tout. C'est une passoire, c'est d'une inefficacité extraordinaire. C'est assez criminel d'ailleurs parce que c'est en train d'emmener des générations et des générations de gens, de Français, d'Allemands, d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais vers l'appauvrissement général. En fait, c'est une catastrophe dans tous les domaines. Tout ce que je dis depuis 8 ans, malheureusement, est en train de s'avérer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre mouvement politique, ça c'est le seul effet positif, c'est que notre mouvement politique est en croissance exponentielle. En ce moment, on enregistre 30 à 40 adhésions par jour, c'est énorme pour un parti qui n'a accès à rien. Et maintenant, de plus en plus de langues se délient. Vous avez vu, là, c'était hier que j'ai entendu que Michel Rocard, l'ancien Premier ministre, nous a gratifié de sa dernière pensée. Il a dit l'Europe, c'est fini, on a raté le coche. Voilà. C'est une ambiance crépusculaire. Il y a un symbole plus que tout qui est explicite. C'est que lorsque ces attentats épouvantables ont été commis à Paris, à Saint-Denis, le président de la République, ici, il a demandé aux Français de sortir un drapeau bleu, blanc, rouge
rouge. Il n'a pas demandé de sortir le drapeau bleu aux étoiles d'or, hein, le drapeau de la Vierge de l'Apocalypse. Ouais. Il a dormi parce que c'est quelque chose qui est constant, c'est que lors des grands drames de cette nature, on s'aperçoit que la solidarité, c'est uniquement au niveau national. Les autres pays, chacun tire la couverture à soi, voilà. Monsieur Asselineau, les régionales, c'est dans quelques jours maintenant. Dimanche prochain pour le premier tour. Vous êtes présent partout. On est présent dans toutes les régions de France métropolitaine sauf la Corse, ça fait 12 régions. Et on est également présent à l'île de la Réunion où nous ferons certainement un bon score. C'est en général l'outre-mer qu'on fait les meilleurs scores. Je pense qu'on va faire d'ailleurs un bon score au niveau, à notre mesure bien entendu, mais au niveau... Qu'est-ce qui sera un bon score pour vous, monsieur Asselineau? Écoutez, je ne veux pas donner de chiffres. Je pense en tout cas que je rappelle simplement ce qui s'est passé aux européennes de l'année dernière. On avait fait 0,41% des suffrages au niveau national. C'était évidemment pas énorme, mais il y avait entre 25 et 32 listes, et puis c'était les premières élections auxquelles on se présentait, puis encore une fois, personne ne nous connaissait. Là, il y a des sondages qui varient entre 1,5 et 2%, ce qui est certain. Progression. Ce qui est certain, c'est que les 14 élections départementales où on s'est présenté depuis le début de l'année, plus l'élection législative partielle de la 3e circonscription de l'Aveyron, on a fait, sur ces 15 élections, on a fait en moyenne 1,7%, donc une croissance, une multiplication par 4 à 7 du nombre de nos suffrages, et c'est un peu ce que nous espérons. Je me permets d'insister sur un point. Ouais. C'est que, bien sûr, imaginons que nous fassions 1,5 ou 2% ou un peu plus. Certains diront c'est peu. Oui, mais qui connaît notre mouvement? Vous comprenez? Si nous arrivons à faire ces pourcentages alors qu'il n'y a que 4 ou 5% des Français qui nous connaissent, c'est une approbation massive. Et c'est d'ailleurs ce que l'on constate. Il y a énormément de Français, quand ils nous découvrent, ils sont un peu ébobis, stupéfaits des analyses, et puis quand ils commencent à regarder, puis ils regardent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis à la fin, eh bien, ils adhèrent. Si j'ose dire, l'essayer, c'est l'adopter, voilà. Alors que les autres partis politiques, si vous voulez, tout le monde connaît le Front National, le Parti Socialiste, l'UMP. 100% des Français les connaissent. Donc vous avez énormément de gens qui n'en veulent pas. Et puis, le plus grand parti de France, ne l'oubliez pas, ce sont les abstentionnistes qui vont peut-être atteindre 40 ou 50%. Ouais. Donc nous, notre discours, il passe très très bien. Le seul problème que l'on a, le seul vrai problème que l'on a, c'est l'absence encore de notoriété. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les grands médias du système, qui sont quand même tenus par l'oligarchie, nous ferment leurs portes. C'est un peu un hommage du vice. Est-ce que vous avez saisi, pour ce sujet précis, est-ce que vous avez saisi, je pense que ça a été fait à plusieurs reprises, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en charge quand même de veiller à ce que le temps de parole soit respecté? Mais pas du tout. Enfin oui, nous l'avons saisi, le CSA. Mais le CSA, il a inventé un truc qui s'appelle l'équité. Alors moi, l'égalité, je sais ce que c'est l'égalité. 1 égale 1, 2 égale 2. L'équité, on ne sait pas. Pour le CSA, on a l'impression que l'équité consiste à donner plus de temps de parole aux partis connus. Mais c'est le contraire même de l'équité. Ce qu'on appelle le commerce équitable, par exemple, c'est avec, je pense, un producteur de cacao ivoirien. On va lui donner, dans le commerce équitable, plus d'argent que si on laissait jouer les forces naturelles du marché avec les grandes centrales d'achat. Bon, c'est ça le commerce équitable. Normalement, si on appliquait le principe de l'équité à la politique, on devrait, au moment des élections, donner un peu plus de temps de parole à ceux qui ne l'ont jamais, plutôt que rien. Eh bien, c'est le contraire qui est vrai. C'est pas faux. Voilà. Actuellement, on a... Imaginez, par exemple, on nous dit, oui, mais vous comprenez, les autres sont plus connus. Ben, évidemment qu'ils sont plus connus, puisqu'ils sont déjà passés dans les médias. C'est un peu aussi comme s'il y avait, imaginez, aux Jeux Olympiques, on disait, par exemple, aux 400 mètres, on va donner, aux prochains Jeux Olympiques, on va donner un avantage de 150 mètres à celui qui a eu la médaille d'or il y a 4 ans, et puis les nouveaux venus, eux, ils vont avoir un handicap de 200 mètres supplémentaires. C'est se moquer du monde. C'est d'autant plus grave que tous les sondages montrent, et puis les gens que je rencontre partout, les gens, ils en ont marre. Ils veulent, non pas du changement, ils veulent pas changement droite-gauche, ils veulent autre chose, ils veulent un parti politique qui soit honnête, dans lequel ils puissent avoir confiance et qui leur restitue la France qui leur a été volée, c'est-à-dire notre démocratie, notre liberté, notre défense la défense de l'image de la France, etc. C'est ça qu'ils veulent et ils ne le trouvent nulle part, sauf quand ils découvrent l'UPR. Est-ce que votre image de la France est-elle multiculturelle ou monoculturelle? Écoutez, ça, tout le monde... C'est une question que je pose. Je pense que les gens ont besoin aussi d'entendre quel est votre projet pour la France, et on parlera ensuite de votre programme d'ailleurs. Oui, vous devriez regarder davantage, peut-être, vous n'avez peut-être pas vu notre site et notre programme. Nous sommes un mouvement qui, on nous reproche, on dit vous voulez sortir de l'Union Européenne, vous voulez fermer la France sur elle-même. On dit non.
On veut au contraire la réouvrir sur l'ensemble du monde. Parce qu'actuellement, la mondialisation, c'est pas de l'universel, la mondialisation, c'est une américanisation. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'on doit se réouvrir sur le monde, notamment sur les pays de la francophonie, mais sur l'ensemble du monde. Par exemple, dans notre programme pour les élections régionales en Ile-de-France, je propose qu'il y ait un festival bisannuel du film panafricain qui fonctionne en tandem avec le festival panafricain de Ouagadougou, qui se tient une fois tous les 2 ans. Vous savez que le film le plus connu le gagnant bénéficie non pas de la Palme d'Or comme à Cannes, mais de l'étalon d'or de Yenengwe. La dernière fois que ça s'est réuni, c'est un film sénégalais francophone qui a eu cette palme, enfin cet étalon d'or. Il est distribué où en France? Nulle part. Jamais. Alors que 70% des films de ce festival panafricain sont francophones. En revanche, le festival du film américain de Deauville, ça on en entend parler. Donc nous, ce que l'on veut, c'est rouvrir le monde, pas seulement en matière de cinéma, mais de façon générale, rouvrir la culture, apprendre aux jeunes Français que le monde ne se résume pas aux États-Unis d'Amérique, mais qu'il concerne l'Afrique, le Moyen-Orient, le monde arabo-musulman, la Russie, la Chine, le Japon. Moi, j'ai vécu au Japon, j'ai parlé le japonais. Et ce qui va dans le sens, qui peut vous rassurer si vous avez des doutes, c'est que nous avons dans notre mouvement politique plus de 6% de nos adhérents qui sont des Français expatriés, jeunes souvent, dans 79 pays du monde, alors que la moyenne nationale est de 2%. Et que nous avons également une proportion tout à fait significative de Français, de jeunes Français issus de l'immigration et qui sont extrêmement intéressés par notre mouvement. Notamment d'ailleurs, je parle ici au public musulman, que nous avons toujours refusé non seulement la stigmatisation des musulmans, mais que nous expliquons, et c'est aussi une de nos spécificités, que la construction européenne, si on y réfléchit à fond, c'est en fait une espèce d'apartheid planétaire. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le monde blanc, et puis de l'autre côté le reste du monde, et c'est une vision anglo-saxonne des choses. En d'autres termes, pourquoi la France devrait-elle fusionner avec l'Estonie, la Lettonie, la Slovaquie, la Finlande? J'ai rien contre ces pays, mais nous n'avons pas des liens particuliers avec ces pays. Et pourquoi devrait-on se séparer de pays avec lesquels nous sommes infiniment plus proches? La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Québec, la Suisse, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Liban, la Syrie, etc. Pourquoi? D'accord. Il n'y a pas de raison. Nous, on a vraiment... Et quand je dis ça, eh bien, d'un seul coup, beaucoup de gens commencent, les écailles leur tombent des yeux, comme on dit, vous savez, dans les actes des apôtres. D'un seul coup, ils se disent, mais en fait, il a raison. Au 3e millénaire, il ne faut plus faire la séparation entre les pays torchons et les pays serviettes, si j'ose dire. Il n'y a pas une aristocratie. On les mélange pas, d'ailleurs. Il n'y a pas une aristocratie des peuples du monde. Ça n'est pas notre vision des choses. On va prendre la direction de nos auditeurs, à qui je vais demander d'ailleurs d'être bref, concis et précis avec leurs questions, afin qu'un maximum d'entre eux puissent passer et que François Asselineau puisse y répondre. Méziane, bonjour. Oui, bonjour monsieur Asselineau. Bonjour monsieur. Toutes mes salutations. Voilà, ma question, peut-être qu'elle va vous paraître bizarre, mais à l'époque de la guerre froide, il y avait 2 blocs. Il y avait donc l'URSS, et puis avec le pacte de Varsovie et l'OTAN. L'URSS étant démantelée, pourquoi est-ce que l'OTAN continue à se renforcer? Ben écoutez, Merci Méziane. C'est une très bonne question. Charles de Gaulle avait dit dans une confidence à Alain Perfide, qui l'a rapporté dans son livre C'était de Gaulle. De Gaulle avait dit, lorsque le communisme s'effondrera, il dit ça en 63-64, il faisait preuve de vision, de prémonition, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN disparaîtra également parce que les pays européens reprendront leur liberté. Et en fait, c'est une des rares fois, mais c'est une des fois où de Gaulle n'a pas vu juste. Pourquoi? Bien parce que les États-Unis d'Amérique, en fait, ont poussé leur avantage. Normalement, la dissolution du pacte de Varsovie aurait dû entraîner celle de l'OTAN. Quoique je vous rappelle que historiquement l'OTAN a été créée avant le pacte de Varsovie, et que le pacte de Varsovie était une réponse à l'OTAN et non l'inverse. Mais les États-Unis ont profité de l'effondrement soviétique pour en fait pousser leurs avantages, faire entrer tous les pays de l'Est européen dans l'OTAN d'abord, puis dans l'Union européenne ensuite. Et nous sommes logiques avec nous-mêmes. Nous disons qu'en fait, l'OTAN et l'Union européenne, c'est en fait les deux faces de la même médaille d'asservissement, de domestication du continent européen par Washington. C'est la raison par laquelle il faut sortir et de l'un et de l'autre pour assurer la paix du monde.
Voilà, question de Méziane. Une autre question, celle de Chérif, qui j'espère sera aussi courte que celle de Méziane. Bonsoir Chérif. Oui, bonsoir monsieur Asselineau. Bonsoir. Ma question sera pas courte parce que je veux quand même. L'heure est grave, monsieur Asselineau. On voit très bien qu'il s'agit en effet, c'est une stratégie qui est celle d'une stratégie dite de chaos contrôlé. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Roland Dumas témoigne lui-même qu'il a été approché en 2011 à Londres par des services secrets pour foutre la pagaille en Syrie. Il a d'ailleurs répondu qu'il était français, que ça l'intéressait pas. C'est un témoignage de quelqu'un qui a une longue expérience politique. On voit aujourd'hui que tous les pays où la France et d'autres a été, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, et je parle également de la Libye, merci à Bernard-Henri Lévy, où il fallait absolument coûte que coûte intervenir afin de concasser tous ces États, créer des tribus, etc., pour jouer les uns contre les autres et justement en arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, à cette immigration massive qui n'est pas là par hasard. Et donc, moi, ce que je souhaite savoir, monsieur Asselineau, c'est que compte tenu de ce contexte, y compris en France. La France est un pays qui est complètement vidé de ses prérogatives régaliennes. Marie-France Garot elle-même dit que la France n'est plus un État, et moi je suis d'accord avec cela. On est aujourd'hui face à un personnel politique qui est complètement soumis à un système oligarchique, effectivement, et qui n'ont plus de marge de manœuvre, sauf pour les sujets sociétaux. Donc aujourd'hui, on est face de plus en plus à ce qu'on pourrait appeler les prémices d'une guerre civile qui pourrait éventuellement s'installer dans notre pays. La question, Chérif. Et donc, monsieur Asselineau, j'aimerais savoir s'il serait pas temps de faire la politique autrement et justement, tout d'abord, de prévenir ce risque de guerre civile qui est réel, parce que je vois très bien dans les mois ou les semaines qui viennent, on va nous présenter sans doute quelqu'un d'extrême droite, de mouvements d'extrême droite, qui a assassiné des musulmans dans une mosquée. Ensuite, ça va être ceci, ça va être cela. Le temps que la mayonnaise prenne. Et moi, je crains vraiment le pire de ce côté-là. Alors, j'aimerais savoir, monsieur Asselineau, aujourd'hui, j'entends les hommes politiques expliquer les choses comme si elles arrivaient naturellement. On parle d'erreurs. Chérif, on a bien compris la question, Chérif. Alors, pourquoi ne pas dénoncer cette stratégie de chaos contrôlé, planifié de façon absolument formidable. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Et j'aimerais savoir comment prévenir ce risque de guerre civile qui est en train de montrer son nez de plus en plus sur notre territoire. Est-ce que vous partagez l'avis de Chérif, monsieur Asselineau? Oui, la question est longue, je vais répondre très rapidement. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. J'y ajouterai, parce que c'est un point très important, nous sommes le seul mouvement politique à insister dessus, la politique des euro-régions qui consiste en fait... Pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a eu ces nouvelles régions? Pourquoi est-ce que François Hollande a décidé de fusionner des régions contre rime et raison? Les gens ne sont pas d'accord. En Bourgogne-Franche-Comté, ou bien Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ou bien Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, les gens sont extrêmement mécontents. D'ailleurs, normalement, il était prévu avant qu'il y ait des référendums. C'était le code des collectivités territoriales. Ça a été supprimé maintenant par l'amendement Guéma. Et donc, ça descend comme ça du ciel. Ce qui se cache derrière, c'est en fait le démantèlement programmé de la République française. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. On donne de plus en plus aux régions de pouvoir, d'une part. On leur dit, il faut que vous traitiez avec Bruxelles pour avoir les fonds prétendus européens. Vous savez que c'est nous qui payons, c'est les Français qui payent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent, mais c'est vrai que l'argent est géré par Bruxelles. Et puis, M. Hollande a voulu relancer récemment la charte des langues régionales et minoritaires, c'est-à-dire pour semer les germes de division, une espèce de transformer la France en tour de Babel, avec 25 langues, rien qu'en France métropolitaine. Les Français ne veulent pas de tout ça. Il y a bien au sommet des gens qui veulent saper l'unité nationale. Justement, M. Asselineau, est-ce que deux choses. Est-ce que déjà l'idée que les pays comme l'Allemagne, comme la France, bien avant De Gaulle et avec De Gaulle et bien après, aient décidé de s'unir, est-ce que c'était pas justement pour faire contrepoids aux différents empires qui mais ça, c'est ce qu'on a émergé. Oui, mais ça, et ma deuxième question, c'est au fond, en quoi est-ce que l'idée de promouvoir les langues dites locales, régionales, le breton, et autres langues régionales, en quoi est-ce que cela remettra en question l'unité nationale? Eh bien, alors, deux réponses. D'abord, je vous invite à aller sur notre site upr.fr et aller regarder ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» Je l'ai vu, je l'ai regardé. Ce sont d'abord l'Allemagne hitlérienne, puis ensuite, après-guerre, les États-Unis d'Amérique, qui ont poussé le projet européen. Écoutez, la meilleure preuve que ça ne fait pas contrepoids aux États-Unis, c'est que vous avez Henry Kissinger à la fin des années 80 et en l'an 2000,
2000, le président américain Clinton lui-même, président en exercice, qui ont obtenu le prix Charlemagne, donné par la ville d'Aix-la-Chapelle et les autorités allemandes, à la personnalité qui a fait le plus progresser la construction européenne. Donc il faut cesser cette fable. Qui Comment c'était Clinton qui l'a obtenu en 2000. Bon, donc il faut cesser cette fable. On voit bien d'ailleurs que plus on construit l'Europe, plus on détruit en fait l'Europe, et on transforme l'Europe en vassale des États-Unis d'Amérique. La France n'est plus la France. La France est désormais complètement dominée géopolitiquement. Pour ce qui concerne les langues régionales et minoritaires, il y a 15 ans en Espagne, les gens disaient mais non, ça ne menace pas l'unité nationale. Regardez ce qui se passe en Espagne maintenant. L'enseignement du catalan est en train de devenir désormais exclusif de l'enseignement de l'espagnol. Et puis vous avez vu que les autorités catalanes veulent avoir une indépendance dans le cadre de l'Union européenne. De même que le Pays Basque, de même qu'au Royaume-Uni l'Écosse, de même qu'en Belgique la Flandre. Et tout ça pour le plus grand profit de qui ? N'est-ce pas ? Parce qu'une fois qu'on aura divisé, qu'on aura pulvérisé ces États-nations, comment des pays, des régions où il y a 2-3 millions d'habitants pourront-elles résister à l'Empire ? Les Américains, vous savez ce qu'ils veulent ? Ils ne veulent plus un seul État qui puisse leur résister. Je parlais tout à l'heure du discours de Villepin en 2003 aux Nations Unies. C'est parce que la France est la France, parce qu'elle est membre du Conseil de sécurité, membre permanent avec droit de veto. Dans notre programme, d'ailleurs, nous proposons d'étendre ce droit de veto à l'ensemble des pays de la francophonie et que la France essaye autant que faire se peut, d'harmoniser ses positions, c'est-à-dire les grands sujets du monde, pour que son droit de veto représente pas seulement le sien, mais celui des pays de la francophonie. Eh bien, c'est ça que les Américains ne veulent plus. Parce qu'une fois qu'il y aura une Bretagne indépendante, une Corse indépendante dans le cadre de l'Europe, eh bien, on aura pulvérisé les États-nations. Alors, j'aimerais qu'on prenne deux questions rapidement avant la pause. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous m'entendez bien monsieur Cepelino ? Oui, on vous entend, allez-y. C'est monsieur Asselineau. Moi, je voudrais vous poser une question parce que souvent, je vous parlais de la Russie. Vous dites que la France, elle n'a pas eu l'autorisation de l'ONU. Moi, je pense même la Russie n'a pas l'autorisation de l'ONU. En plus, est-ce que vous ne pensez pas que les attentats de Paris vraiment arrangent qui ? Et je voudrais dire, est-ce que vous ne pensez pas que la France est en train de faire le travail de Bachar en Syrie avec toute une technique? Vous savez, vous avez dit tout à l'heure une réponse très très bien que le FBI il commet des attentats pour essayer de... Je vous remercie beaucoup, monsieur Supu. Bon, vous avez compris la question, je crois. Oui, on a compris, oui. Dans quel sens ça va ? Oui, écoutez, oui, on peut se poser... Moi, c'est ce qu'on dit. Hein. Nous, on cherche à qui profite le crime dans toutes ces opérations. Moi, ce que je vois, en tout cas, je ne sais pas si ça sert Bachar el-Assad, ce que je vois surtout, c'est que nous avons un régime d'exception qui est en train de s'installer en France, où l'on a suspendu les libertés civiles, où le Premier ministre est en train d'annoncer que ça pourrait être prorogé, et que ça alarme les défenseurs des libertés. Et tout ça pourquoi ? Qu'est-ce que ça va changer quant au choix à la recherche des responsabilités. Nous voulons remonter dans la filière des responsabilités. Abdel, bonsoir Abdel. Bonsoir. Alors moi, monsieur, bonsoir. Je vais vous poser une question. On sait que la France est très pointilleuse envers les dictateurs et les soi-disant monsieur Bachar al-Assad qui martyrisent et massacrent leur peuple. Par contre, on ne l'est moins contre monsieur Netanyahou qui massacre le peuple palestinien depuis 50 ans. Et je voudrais vous rappeler qu'on dépasse les 9000 morts en palestiniens, femmes et enfants. Et est-ce que vous, en tant qu'homme politique, et j'en profite parce que c'est très rare qu'on a un homme politique qu'on puisse lui poser la question, est-ce que votre parti politique et vous, personnellement, vous condamnez les actes qui sont commis par Israël, par le dirigeant M. Netanyahou, et est-ce que vous sollicitez une intervention militaire pour que M. Netanyahou arrête ce massacre envers les Palestiniens? Merci Abdel pour votre question. Réponse de M. Asselineau avant la pub. Alors j'avais déjà été invité par France Maghreb 2 il y a 2 mois, je crois. Ouais. On m'avait posé déjà un petit peu ce genre de questions. Je rassure l'auditeur, nous ne sommes pas des adeptes du 2 poids 2 mesures. Nous sommes en faveur du droit international qui doit s'appliquer à tout le monde, dans tous les domaines. Et je rappelle, et c'est votre auditeur, je crois qu'il s'appelle Abdel, vous pouvez aller le vérifier sur notre site internet et aller regarder ce que nous avions dit, les communiqués de presse et les demandes que nous avions faites c'était à l'été 2014, au moment de la nouvelle guerre de Gaza. Nous avions rappelé que un grand nombre de résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations unies n'avaient pas été appliquées par Israël, parce qu'il protégeait toujours par les États-Unis. Nous avions dit que ça n'était pas normal, que c'était un scandale, et nous avons été le seul parti politique français, je le dis bien le seul, à demander au gouvernement de prendre des mesures de sanctions comme il avait pris à l'égard de la Russie. Intervention militaire. De sanctions contre Israël. Intervention militaire, Abdel, non, on n'y est pas. Pour l'instant, nous, on demandait déjà des mesures de sanctions contre l'État d'Israël. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que la France, justement,
ne joue pas son rôle sur ce dossier-là. Mais c'est tout le problème. Quel est l'intérêt même C'est tout le problème. Nous voulons redonner à la France ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations et du droit international. C'était quand même ce qui se passait du temps de De Gaulle. De Gaulle, il n'y avait pas de deux poids. Mais pourquoi ça a changé? Parce que ça a changé. Il y a quand même des intérêts, il y a des pressions. Messieurs, pourquoi? Je suis obligé de vous couper, j'ai la pub tout de suite. Ah, dans la un pub. instant, ah bah oui, elle est là. La pub, elle est là aussi. Bah voilà, il faut qu'elle s'impose. On va aussi. attendre la réponse de Monsieur Asselineau. Dans un instant. Et pourquoi faudra-t-il voter dimanche, Monsieur Asselineau, en l'occurrence l'UPR? Réponse de l'intéressé dans un instant. Les quelques dernières minutes qui nous restent avec Monsieur François Asselineau du parti de l'UPR qui est donc présent, on le rappelle, donc pour les régionales partout en France d'ailleurs, et y compris aussi à l'île de la Réunion. Pour dimanche prochain, donc aura lieu le premier tour de cette élection régionale. Juste avant de vous demander pourquoi il faudra voter François Asselineau et l'UPR dimanche prochain, la question d'Ousmane, que Ousmane nous rappelle peut-être avant la pub. Je me souviens plus de la question en fait. Eh bah écoutez, tant pis. C'est autre chose. Alors François Asselineau, pourquoi dimanche 6 décembre il faudra voter l'UPR? Il faut voter l'UPR pour plusieurs choses. D'abord parce que l'UPR ne s'est, je suis désolé de le signaler, mais c'est quand même la vérité, on ne s'est jamais trompé depuis la création de notre mouvement. Les gens peuvent aller sur notre site internet, peuvent aller éplucher tout ce que j'ai pu dire et écrire, pas seulement moi, mais les membres de l'UPR qui m'ont rejoint, les analyses que nous avons faites. Depuis 8 ans, je mets les auditeurs au défi de trouver un sujet sur lequel on se soit réellement gravement trompé. La deuxième chose, c'est que l'on ne trompe pas les gens. C'est-à-dire que nous avons une charte fondatrice qui explique ce que nous allons faire. L'UPR, elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. La troisième raison, je suggère aux électeurs... Ça, c'est toujours avant d'arriver au pouvoir qu'on dit ça. Oui, mais non. Regardez les autres. Là, on vient de mettre en ligne aujourd'hui même sur notre site upr.fr une vidéo qui est assez cocasse, si vous voulez, qui dure 35 minutes, où l'on présente les 21 versions, par exemple, du Front National sur l'Union Européenne et l'euro. On s'aperçoit, les auditeurs pourront voir, que jamais le Front National ne propose de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et encore moins de l'OTAN. C'est exactement ce que nous disons, parce qu'on nous envoie toujours ça dans les gencives. En fait, le Front National est un mouvement leur. Je conseille aussi aux électeurs de regarder un petit peu les professions de foi qu'ils ont reçues ou qu'ils reçoivent en ce moment dans leur boîte aux lettres, et puis qu'ils comparent, qu'ils goûtent et comparent, qu'ils voient par exemple la hauteur de vue, la qualité des analyses qu'il y a. C'est pourtant une feuille recto verso sur notre page, sur notre profession de foi. Nous sommes les seuls à parler justement des risques de guerre. Nous sommes les seuls à dire qu'il faut que la France quitte l'OTAN parce que nous devons absolument nous quitter l'OTAN et l'Union européenne parce que ça sape nos acquis sociaux, ça sape nos libertés et ça nous entraîne vers des conflits très graves contre la Russie et le Moyen-Orient. Ouais. Nous sommes les seuls à le dire. Allez regarder maintenant les autres professions de foi, celle par exemple du Front de gauche qui dit pour que la vie soit plus belle, c'est une promesse, voilà ce qui a marqué dessus, ou celle du Front National qui sème la haine et la discorde avec des trucs comme manger français dans nos cantines. Vous voyez que c'est systématiquement essayer de semer la zizanie. Nous, on veut pas semer la zizanie. Nous, on dit qu'on est tous français, que tous les Français, quelle que soit leur religion, leurs origines, leurs convictions politiques, doivent se rassembler dans ce mouvement qui est au-dessus du clivage droite-gauche pour qu'on récupère ce que l'on a finalement de plus précieux, de plus grand dénominateur commun, c'est la liberté de la France, c'est la capacité que nous avons collectivement à pouvoir tenir tête à un empire et aux empires qui veulent nous détruire. C'est la grande tradition française. Je peux vous dire que ça marche. Je vais vous dire peut-être pour terminer une petite anecdote. Vous savez, il y a actuellement des affiches qui sont collées sur les panneaux électoraux. Ouais. Eh bien, tous les partis politiques, y compris lutte ouvrière, ont recours à des sociétés pour coller parce qu'ils n'ont plus de militants. Eh bien, nous n'avons pas recours parce qu'on n'a pas les moyens. Ce sont que nos militants qui le collent partout à travers toute la France. Merci Monsieur Asselineau d'avoir répondu à nos questions et Merci. donc bonne chance pour dimanche. Donc l'UPR, on va veiller, on va guetter tout cela et on vous retrouvera évidemment bientôt sur France Maghreb 2 parce qu'il n'y a pas besoin d'élection pour vous inviter. Vous êtes un visionnaire d'après ce que vous nous dites. En tout cas, on sera tenté de le vérifier dans les quelques mois et semaines à venir. Merci beaucoup Monsieur Asselineau d'avoir répondu à nos questions avec Ousmane Timera aujourd'hui. Merci à vous. Il est exactement et précisément